7 jours plus tard, à une cinquantaine de kilomètres de la ferme des Sept Chênes de Castle Rock, deux hommes se retrouvèrent au Sous-Marin Jaune, un restaurant du quartier des affaires de Portland. Le sous-marin offrait un grand choix de sandwichs géants, de pizzas et de dagobert servis dans des pitas. Un billard électrique trônait dans le fond. Au-dessus du comptoir, un écriteau indiquait que si vous arriviez à avaler 2 Nakmar du sous-marin jaune, vous pouviez manger gratuitement. Juste en dessous, entre parenthèses, on avait ajouté « Si vous dégueulez, vous payez ». Habituellement, Vic Trenton n'aimait rien tant qu'un de ces énormes sandwichs aux boulettes de viande, mais il sentait que ce jour-là, il ne lui procurerait rien d'autre que des brûlures d'estomac. « On dirait bien qu'on est en train de paumer la partie, non ?» dit Vic à son interlocuteur qui contemplait sa tranche de jambon avec un manque d'enthousiasme évident. Il s'agissait de Roger Brexton, et quand il regardait ainsi la nourriture, on pouvait s'attendre aux pires catastrophes. Roger pesait dans les 110 kilos, et lorsqu'il était assis, ses genoux disparaissaient complètement. Un jour qu'il se trouvait au lit, pris d'un de ces fous rires de gosse, Donna certifia à Vic qu'à son avis, Roger s'était fait couper les genoux au Vietnam. « C'est mal barré, admit Roger. Ça a l'air tellement mal barré qu'on a de la peine à y croire, mon vieux Victor. »« Et tu penses vraiment que ce voyage va arranger quelque chose ?»« Ah, peut-être que non, répondit Roger. Mais si on n'y va pas, on va perdre le contrat Sharp pour de bon. On pourra peut-être sauver quelque chose, essayer de récupérer un peu l'affaire. » Il mordit dans son sandwich. « Ça va nous faire du tort de fermer la boîte pendant 10 jours. »« Bah, tu ne crois pas que le mal est déjà fait ?»« Si, bien sûr. On a pris un coup dur, mais il y a les spots pour les bouquins Bookfolks à filmer à Kennebuck Beach. »« Oh, Lisa peut s'en charger. »« Je ne suis pas sûr que Lisa puisse se débrouiller avec ses affaires de cœur. Alors les spots de Bookfolks, protesta Vic. Mais même en admettant qu'elle puisse s'en sortir, la série des Tout un choix d'RL traîne toujours en longueur. Et tu es censé voir le grand patron de l'association des agents immobiliers du Maine. Pfff, celui-là. Il est à toi, je te le laisse. Bon, tu parles qu'il est à moi, se plaignit Vic. Je craque à chaque fois que je pense à ses pantalons rouges et ses souliers blancs. J'ai tout le temps envie de regarder dans le placard pour voir si je ne veux pas lui trouver 2 panneaux qui en feraient un superbe sandwich. Bon, tout ça n'a aucune importance, et tu le sais très bien. De toutes ces campagnes, il n'y en a pas une qui atteigne le 10e de celle de Sharp. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Tu sais que Sharp et le gosse voudront nous parler à tous les deux. Je te prends une place, oui ou non? La simple idée de ce séjour, 5 jours à Boston et 5 à New York, donnait à Vic des sueurs froides. Roger et lui avaient travaillé pendant 6 ans pour l'agence Ellison à New York. Vic s'était maintenant installé à Castle Rock, tandis que Roger et Althea vivaient dans les environs de Brighton, à près de 25 kilomètres de là. Vic refusait désormais de songer au passé. Il sentait qu'il n'avait jamais véritablement vécu, qu'il n'avait jamais vraiment su où il allait, avant de venir habiter dans le Maine avec Donna. Il éprouvait maintenant le sentiment morbide que depuis 3 ans, New York n'attendait que le moment de le reprendre au piège. L'avion raterait son atterrissage et serait englouti par un brasier mugissant nourri au kérosène. Ou il se produirait un accident sur Triborough Bridge et leur taxi ne serait plus qu'un accordéon jaune couvert de sang. Un voleur lui tirerait dessus au lieu de lui faire lever les mains en l'air. Une conduite de gaz exploserait et il serait décapité par une plaque d'égout projetée dans les airs, comme un frisbee mortel de 45 kilos. Enfin, quelque chose. S'il retournait là-bas, la ville ne le laisserait pas repartir. « Roger, commença Vic, reposant son sandwich aux boulettes après la première bouchée, tu ne t'es jamais dit que ce serait pas la fin du monde si nous perdions le contrat Sharp? »« Oh, peut-être que le monde tournera toujours, répondit Roger, qui inclina son boc pour y verser lentement sa bière. Mais nous, il me reste 17 ans à payer sur un prêt de 20 ans, et j'ai des jumelles qui ne voudraient pour rien au monde quitter le lycée de Brighton. Toi aussi, t'as des prêts à rembourser, un gosse et une vieille Jaguar décapotable qui pourrait bien finir par avoir ta peau. Ah oui, mais le secteur économique local... Le secteur économique local, c'est tous des cons, s'écria violemment Roger en posant brutalement son boc de bière. Les 4 personnes assises à la table voisine, dont 3 d'entre elles portaient des chemises de tennis UMP et l'autre un vieux t-shirt délavé sur lequel on pouvait lire Dark Vador et Tomo, se mirent à applaudir. Roger les fit taire d'un geste impatient de la main, puis se pencha vers Vic. Ce n'est pas en faisant des campagnes pour tout un choix d'RL ou pour les agents immobiliers du Maine qu'on fera démarrer l'affaire, tu le sais très bien. Si nous perdons le contrat Sharp, nous coulerons pour de bon. D'un autre côté, si on arrive à conserver ne serait-ce qu'un petit bout de Sharp pendant les 2 années à venir, nous serons dans la course pour le budget du ministère du Tourisme, peut-être même pour une miette de la loterie nationale si elle ne coule pas d'ici là. Les grosses légumes, Vic. On peut dire adieu à Sharp et à ses saloperies de céréales, si tu veux. Il y en a d'autres pour sauter dessus. Le grand méchant loup va chercher son dîner ailleurs. Tous les petits cochons vont pouvoir s'en donner à cœur joie.
On a autant de chances de sauver quelque chose, déclara Vic, que les Cleveland Indians de remporter le championnat de baseball cet automne. Mon vieux, je crois qu'on ferait mieux d'essayer. Vic garda le silence, réfléchissant tout en contemplant son sandwich dont la viande refroidissait. C'était totalement injuste, mais il pouvait se faire à l'idée d'injustice. Ce qu'il acceptait mal, c'était l'absurdité de toute la situation. L'affaire avait éclaté comme une tornade surgie dans un ciel dégagé, laissant derrière elle une zigzagante traînée de destruction avant de disparaître. AdWorks, Roger et lui devenaient susceptibles de figurer sur la liste des victimes, quoi qu'ils aient pu faire. Cela se lisait sur le visage replet de son ami. Vic ne l'avait jamais vu aussi grave et aussi pâle depuis que Timothy, le fils de Roger et d'Althea, avait succombé à ce qu'on appelle la mort subite du nourrisson, alors qu'il entrait dans son 10e jour. 3 semaines après le drame, Roger avait fait une crise de nerfs et s'était mis à sangloter, les mains plaquées sur sa grosse figure exprimant un tel chagrin, un tel désespoir, que Vic en avait eu la gorge serrée. Cela avait été un très mauvais moment, mais la panique naissante qu'il décernait maintenant dans le regard de son associé n'annonçait rien de bon non plus. Dans le monde de la publicité, des tornades arrivaient parfois de n'importe où. Une grosse entreprise comme l'agence Ellison, qui brassait des millions de dollars, pouvait passer à travers, mais une petite comme AdWorks n'avait aucune chance. D'une main, il avait porté un panier plein de petits œufs, et de l'autre un panier qu'un seul gros œuf emplissait, le budget Sharp, et il restait désormais à savoir si cet œuf était perdu corps et bien, ou si l'on allait quand même pouvoir ramasser l'omelette. Rien de ce qui s'était passé n'était de leur faute, mais les agences de pub faisaient de merveilleux boucs émissaires. Vic et Roger s'étaient tout naturellement associés à la suite des 6 années pendant lesquelles ils avaient travaillé ensemble pour l'agence Ellison. Vic, grand, mince et plutôt calme, complétait parfaitement l'extraverti gras et jovial qu'était Roger Brexton. Ils s'entendaient tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Ils avaient commencé par une affaire de peu d'importance. Il s'agissait de présenter dans la presse écrite une campagne publicitaire pour l'association d'aide aux hémiplégiques. Ils avaient proposé une image très dure en noir et blanc, représentant un petit garçon appuyé sur d'énormes et cruelles béquilles, debout tout contre la ligne de démarcation d'un terrain de baseball pour minimes. Il portait une casquette aux couleurs des New York Mets, et son expression, Roger avait toujours soutenu que c'était l'expression de l'enfant qui avait fait vendre la pub, ne trahissait aucune tristesse. Elle était simplement rêveuse, presque joyeuse en fait. La légende était simple. Billy Bellamy ne marquera jamais le coup gagnant. Et en dessous, Billy est hémiplégique. Et encore en dessous, en caractère plus petit, aidez-nous un peu, d'accord ? Les dons en faveur des hémiplégiques avaient enregistré une hausse notable, tant mieux pour eux, tant mieux pour Vic et Roger. L'équipe Trenton-Brexton était partie. Une demi-douzaine de campagnes fructueuses suivirent, Vic se chargeant généralement de la conception, de l'idée d'ensemble, la réalisation et le côté pratique revenant à Roger. Pour la société Sony, la photographie d'un homme assis, les jambes croisées, sur la bande médiane d'une autoroute à 16 voies. Vêtu d'un complet, il portait sur les genoux un gros poste radio Sony, et sur ses lèvres flottait un sourire séraphique. On pouvait lire « Police Band, les Rolling Stones, Vivaldi, Mike Wallace, les Kingston Trio, Paul Harvey, Patti Smith, Jerry Falwell. » Pour la Voigt, le fabricant d'équipements nautiques, une pub qui montrait l'antithèse absolue du playboy des plages de Miami. Prenant une pose arrogante et déhanchée sur fond de sable doré d'un quelconque paradis tropical, le modèle était un homme d'une 50aine d'années arborant des tatouages, un ventre de buveur de bière, des bras et des jambes flasques ainsi qu'une cicatrice toute plissée au milieu d'une cuisse. Cet aventurier fatigué berçait dans ses bras une paire de palmes Voigt. Le texte commençait ainsi « Moi, monsieur, je plonge pour gagner ma vie. Je ne suis pas un minet. » Tout un paragraphe suivait que Roger considérait comme du blabla, mais c'était ces 2 premières phrases qui devaient accrocher le lecteur. Vic et Roger avaient eu l'intention de mettre « Je ne suis pas un dragueur », mais la Voigt n'en avait pas voulu. Dommage, se plaisait à dire Vic devant un verre. Ils auraient vendu beaucoup plus de palmes. Puis il y eut Sharp. La Sharp Company de Cleveland venait en 12e place sur le grand marché américain de la biscuiterie et des céréales, lorsque le vieux Sharp s'était décidé, non sans répugnance, à abandonner la petite agence locale de publicité qui s'occupait de sa promotion depuis plus de 20 ans, pour venir à New York s'adresser à l'agence Ellison. Le vieil homme aimait à rappeler qu'avant la Deuxième Guerre, Sharp était plus important que Nabisco. Son fils prenait le même plaisir à lui faire remarquer que la guerre s'était terminée 35 ans auparavant. Le budget, d'abord limité à 6 mois d'essai, avait été confié à Vic Trenton et Roger Brexton. Au début de cette période probatoire, Sharp était passé de la 12e position à la 9e.
Un an plus tard, quand Vic et Roger avaient repris leur bille pour s'installer dans le Maine et monter leur propre agence, la Sharp Company occupait la 7e place sur le marché. Ils avaient lancé une campagne de grande envergure. Pour les galettes Sharp, Vic et Roger avaient créé Sharpie, le tireur de galettes. Un policier assez maladroit dont les 6 coups, grâce aux spécialistes des effets spéciaux, projetaient des galettes au lieu des balles. Des Choca Shapers dans certains spots, des Ginger Snappies dans d'autres, des Hot Mills dans un troisième. La séquence s'achevait toujours sur l'image de Sharpie le tireur de galettes, se tenant tristement devant un tas de biscuits, un pistolet pendant au bout de chaque bras. « Eh bien, les méchants sont partis, déclarait-il presque tous les jours à des millions d'Américains. Mais j'ai les galettes, les meilleures galettes de l'Ouest. Et d'ailleurs, je suppose. » Sharpie croquait un biscuit, son expression extatique laissait entendre qu'il expérimentait l'équivalent gastronomique d'un premier orgasme, et fondu de faim. Pour les gâteaux, 16 sortes allant du 4 quarts au sablé en passant par le cheesecake, ils avaient conçu ce que Vic appelait le spot Georges et Gracie. Un fondu nous laisse découvrir Georges et Gracie quittant une soirée très chic où la table du buffet croule sous les mets les plus délicieux. Un nouveau fondu enchaîné nous présente un de ces petits appartements sales et dépourvus de tout confort, faiblement éclairés. Georges est installé devant une table de cuisine ordinaire recouverte d'une nappe à carreaux. Gracie sort du freezer de leur vieux réfrigérateur à un 4 quarts Sharp, ou un sablé ou un cheesecake, qu'elle pose sur la table. Ils sont toujours en tenue de soirée. Ils échangent un sourire chargé de chaleur, d'amour et de compréhension, 2 cœurs battant à l'unisson. L'image se brouille et apparaît sur fond noir. Parfois, vous ne désirez rien d'autre qu'un gâteau Sharp. Pas un seul mot n'est prononcé pendant toute la durée du spot. Cette pub leur avait valu un prix. Ainsi que celle du professeur des céréales Sharp, saluée dans la profession comme la publicité la plus responsable qui ait jamais été faite pour un public d'enfants. Vic et Roger l'avaient considéré comme le couronnement de leur réussite, mais c'était le professeur des céréales Sharp qui revenait aujourd'hui les harceler. Interprété par un acteur d'une 60aine d'années, le spot du professeur des céréales Sharp constituait une publicité terne et résolument adulte, dans la profusion des séquences d'animation destinées aux enfants pour promouvoir des chewing-gums, des jouets, des poupées ou des personnages téléguidés et des marques rivales de céréales. Le spot commençait sur la salle de classe déserte d'une école primaire, scène à laquelle les jeunes téléspectateurs qui regardaient Bugs Bunny le samedi matin pouvaient aussitôt s'identifier. Le professeur des céréales Sharp portait un complet, un pull fin décolleté en V et une chemise à col ouvert. Il se dégageait de son aspect, comme de son discours, une légère autorité. Vic et Roger s'étaient adressés à une 40aine d'enseignants et à une demi-douzaine de psychiatres pour enfants. Ils avaient découvert que c'était là le type même du père avec lesquels les enfants se sentaient le plus à l'aise, le type même du père que la plupart n'avaient pas chez eux. Le professeur, assis sur son bureau, cherchait à créer une certaine complicité. Le jeune téléspectateur pouvait s'imaginer que, derrière le complet de tweed vert, se cachait un vrai copain. Mais il s'exprimait d'un ton très sérieux et posé. Il ne donnait pas d'ordre, il ne bêtifiait pas, il ne jouait pas les enjôleurs, il n'essayait pas de les embobiner ou de leur raconter des histoires. Il parlait aux millions de gamins en t-shirt, gourmands de céréales, qui regardaient les dessins animés à la télé le samedi matin, comme des personnes à part entière. « Bonjour les enfants, commençait tranquillement le professeur. Je fais de la promotion pour des céréales. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Je suis le professeur des céréales Sharp. Alors, je sais beaucoup de choses sur les céréales. Les céréales Sharp, les Twinkles, les Coca Bears, les Bran 16 et le mélange Sharp All Grain sont les meilleures céréales d'Amérique. Elles sont bonnes pour votre santé. » Après un silence, le professeur des céréales Sharp souriait, et l'on savait que ce sourire était celui d'un véritable ami. « Vous pouvez me croire parce que je connais mon métier. Votre maman le sait. Je pensais que vous voudriez en être informé aussi. » Un jeune homme entrait alors et tendait au professeur un bol de Twinkles, de Coca Bears ou autre. Le professeur y plongeait la main, puis, dirigeant son regard vers chacun des foyers du pays, concluait « Il n'y a rien là qui soit mauvais pour vous. » Le vieux Sharp ne s'était pas préoccupé de cette dernière phrase, ni de l'idée que ces céréales pouvaient contenir un produit toxique. Par la suite, Vic et Roger s'étaient efforcés de le ramener à plus de prudence, mais sans argument rationnel. La publicité sortait du domaine du rationnel. Vous faisiez souvent ce qui vous semblait juste, mais sans pouvoir déterminer pourquoi cela paraissait juste. Vic et Roger sentaient tous deux que la dernière assertion du professeur avait une influence à la fois très primaire et considérable. Venant du professeur, elle assurait une garantie totale et définitive, une protection à toute épreuve. Elle sous-entendait que jamais le produit ne vous ferait de mal. Dans un monde où les parents divorcent, où les adolescents vous en font voir de toutes les couleurs sans aucun motif apparent, où l'équipe de baseball minime adverse marque le point quand c'est vous qui faites le jeu,
où les gentils ne gagnent pas systématiquement comme à la télévision, où l'on ne vous invite pas toujours à l'anniversaire où vous vouliez vous rendre, dans un monde où tant de choses vont si mal, les Twinkles, les Coca Bears et le mélange All Grain resteront, et ils seront toujours aussi bons. Il n'y a rien là qui soit mauvais pour vous. Le fils de Sharp ayant aidé un peu, Roger disait qu'après, on aurait pu croire que c'était le fils qui avait conçu et réalisé tout le spot. Le projet du professeur des céréales Sharp fut approuvé et ensuite matraqué au cours des programmes du samedi matin, ainsi que dans certaines émissions projetées en semaine simultanément sur plusieurs chaînes. Par exemple les Graveurs d'étoiles, les USA d'Archie, les Héros du Tipeee et l'île de Gilligan. Les céréales Sharp créèrent plus de remous encore que les autres produits Sharp, et le professeur devint une véritable institution américaine. On fit de son slogan « Il n'y a rien là qui soit mauvais pour vous » une de ces phrases passe-partout équivalent à peu près à « garder votre calme » ou « pas de quoi en faire toute une histoire ». Lorsque Vic et Roger décidèrent de monter leur propre affaire, ils respectèrent leurs engagements et ne reprirent contact avec leurs anciens clients qu'une fois réglés légalement et amicalement leur relation avec l'agence Ellison. Les 6 premiers mois à Portland avaient constitué pour eux toute une période de stress épouvantable. L'enfant de Vic et Donna, Tad, n'avait alors qu'1 an. Donna, qui avait du mal à vivre loin de New York, se montrait tour à tour triste, excitée ou complètement terrorisée. Le vieil ulcère de Roger, blessure de guerre datant des années passées sur les grands champs de bataille de la publicité, s'était réveillé quand Althea et lui avaient perdu le bébé, transformant le gros homme en armoire à pharmacie haletante. Vic trouvait que, vu les circonstances, Althea réagissait plutôt bien, mais Donna lui avait fait remarquer que le petit apéritif qu'Althea prenait régulièrement s'était transformé en 2 verres avant le dîner et 3 après. Les 2 couples étaient déjà venus en vacances dans le Maine, ensemble ou séparément, mais ni Vic ni Roger ne s'étaient rendu compte combien les habitants du Maine acceptaient mal les étrangers qui s'installaient chez eux. Comme le souligna Roger, ils auraient certainement coulé si Sharp n'avait décidé de les suivre. Et au quartier général de la compagnie, à Cleveland, les positions s'étaient curieusement renversées. C'était maintenant le vieil homme qui désirait continuer à travailler avec Vic et Roger, et le gosse, qui approchait les 40 ans, qui voulait les larguer, prétextant, non sans logique, que ce serait de la folie de confier leur budget à une petite agence minable, enterrée à 900 km au nord du pouls new-yorkais. Le gosse se moquait du fait que AdWorks fût affilié à un bureau d'études de marché new-yorkais, comme s'en étaient moquées les autres maisons pour lesquelles Trenton et Brexton avaient monté des campagnes de pub ces dernières années. Si la fidélité était du papier hygiénique, avait amèrement constaté Roger, eh bien mon vieux, on n'aurait pas les fesses propres. Mais Sharp était venu, leur apportant la provision dont ils avaient tant besoin. Nous avons fait avec la même agence de pub ici, à Cleveland, pendant 40 ans, déclara le vieux Sharp. Et si ces 2 garçons veulent quitter cette ville de sauvages, ils font simplement preuve de bon sens. Tout était dit, le vieux avait parlé. Le gosse n'avait plus qu'à la fermer, et pendant les 3 mois qui venaient de s'écouler, Sharpie, le tireur de galettes, avait continué de décharger ses revolvers. Georges et Gracie ne s'étaient pas arrêtés de déguster des gâteaux Sharp, tandis que le professeur des céréales Sharp répétait inlassablement qu'il n'y avait rien là qui fût mauvais pour vous. Les spots sortaient maintenant d'un petit studio indépendant de Boston. Le bureau d'études de marché de New York se montrait un collaborateur efficace, et 3 ou 4 fois par an, Vic ou Roger se rendaient à Cleveland pour s'entretenir avec Carol Sharp et son gosse. Les tempes du gosse en question commençaient à grisonner sérieusement. Le reste de relations entre les clients et l'agence s'effectuait par l'intermédiaire des postes et télécommunications américaines. Le procédé pouvait paraître curieux, sans doute incommode, mais il semblait bien fonctionner. C'est alors que surgirent les Red Raspberry Zingers. Vic et Roger connaissaient bien sûr les Zingers depuis un certain temps, quoiqu'elles n'aient fait leur apparition sur le marché qu'en avril 1980, soit 6 semaines auparavant. La plupart des céréales Sharp ne contenaient que très peu de sucre, ou même pas du tout. Le mélange All Grain, qui marquait l'entrée de Sharp dans le domaine de la céréale naturelle, reçut un accueil plus que favorable. Les Red Raspberry Zingers visaient cependant un secteur du marché au palais plus sucré. Les acheteurs de préparations à base de céréales tels les cônes chocolat, les Frankenberry, les Lucky Charms et autres petits déjeuners qu'on pouvait classer aussi bien parmi les céréales que les sucreries. À la fin de l'été et au début de l'automne 1979, on avait testé avec succès les réactions du public à ce nouveau produit à Boise dans l'Idaho, à Scranton en Pennsylvanie et à Brington, la ville du Maine où Roger avait élu domicile. Brexton avait d'ailleurs assuré à Vic en frissonnant qu'il ne laisserait pas les jumelles s'en approcher, même avec des pinces longues de 3 mètres. Il éprouva malgré tout une certaine satisfaction quand Althea lui raconta les cris qu'avaient poussé les gamines en apercevant les boîtes sur le rayon du supermarché. « Ça contient plus de sucre que de grains, et ça ressemble à la façade d'une caserne de pompiers. »
Vic acquiesça et répliqua en toute innocence, sans s'imaginer qu'il prédisait l'avenir. La première fois que j'ai regardé dans une de ces boîtes, j'ai cru qu'elle était pleine de sang. Alors, qu'est-ce que tu fais répéta Roger. Il avait avalé la moitié de son sandwich, tandis que Vic ressassait cette sombre suite d'événements. Il devenait de plus en plus convaincu qu'à Cleveland, le vieux Sharp et son fils n'attendaient que le moment d'exécuter les messagers pour les mauvaises nouvelles qu'ils apportaient. « Je suppose qu'on ferait mieux d'essayer. » Roger lui tapota l'épaule. « Je savais que tu me laisserais pas tomber, dit-il. Allez, mange maintenant. » Mais Vic n'avait pas faim. On avait prié les deux associés de se rendre à Cleveland pour participer à une réunion d'urgence qui devait se tenir 3 semaines après le 4 juillet, fête de la déclaration d'indépendance. Nombre des cadres et des directeurs commerciaux des succursales Sharp prenaient leurs vacances et ce délai ne serait pas trop long pour réunir tout le monde. L'une des questions à l'ordre du jour concernait directement AdWorks. La lettre indiquait une mise au point de leur association jusqu'à ce jour. Ce qui signifiait, du moins Vic le craignait-il, que le gosse allait profiter de la débâcle des Zingers pour les écarter enfin. Environ 3 semaines après la commercialisation des Red Raspberry Zingers, lancés avec enthousiasme, quoique d'un ton grave, par le professeur des céréales Sharp, il n'y a rien là qui soit mauvais pour vous. Une première mère, au bord de l'hystérie et certaine que son enfant souffrait d'hémorragie interne, avait conduit sa petite fille à l'hôpital. La fillette, qui en fait avait attrapé un virus bénin, s'était mise à vomir ce que sa mère avait d'abord pris pour un flot de sang. Il n'y a rien là qui soit mauvais pour vous. Cela se passait à Iowa City. Le lendemain, 7 nouveaux cas se déclarèrent. Le jour suivant, 24. À chaque fois, les parents des enfants victimes de vomissements et de diarrhée s'étaient précipités à l'hôpital, persuadés que les petits avaient une hémorragie interne. Puis les cas se multiplièrent de façon hallucinante, des centaines, bientôt des milliers. Les céréales n'étaient à l'origine ni des vomissements ni des coliques, mais la colère montante négligeait généralement ce fait. Il n'y a absolument rien là qui soit mauvais pour vous. L'épidémie se propagea vers l'est. Le problème venait du colorant qui donnait aux Zingers leur teinte rouge violente. Le colorant lui-même était inoffensif, mais ce détail fut lui aussi laissé de côté. Quelque chose s'était produit, et l'organisme humain, au lieu d'assimiler le colorant rouge, le rejetait. Le produit défectueux n'entrait dans la composition que d'une seule fournée de céréales, mais il s'agissait d'une fournée colossale. Un médecin expliqua à Vic que si l'on procédait à l'autopsie d'un enfant mort peu après avoir ingurgité un grand bol de Red Raspberry Zingers, on découvrirait un appareil digestif aussi rouge qu'un panneau de stop. Cet effet ne pouvait en aucun cas se prolonger, mais une fois encore, on préféra ignorer ce détail. Roger se disait que, tant qu'à couler, autant le faire en luttant jusqu'au bout. Il avait proposé de voir tout cela à fond avec les responsables du studio Image A de Boston qui avaient réalisé les spots. Il voulait aussi rencontrer le professeur des céréales Sharp qui s'était tellement identifié à son rôle que l'affaire l'avait affecté tant sur le plan mental qu'émotionnel. Enfin, se rendre à New York pour voir les personnes chargées du marketing. Et surtout, cela représentait 15 jours à passer au Ritz-Carlton de Boston et au Une Plaza de New York. 15 jours pendant lesquels Vic et Roger ne se quitteraient pas d'une semelle et analyseraient les données pour tenter de trouver des solutions, comme au bon vieux temps. Roger espérait qu'il en sortirait une campagne de relance qui époustouflerait le vieux Sharp et son gosse. Plutôt que d'aller à Cleveland la nuque dégagée, prêt à recevoir le coup près de la guillotine, mieux valait arriver avec des plans de bataille susceptibles de renverser la situation. Voilà pour la théorie. Dans la pratique, ils se rendaient compte tous les deux que leur chance de réussir était aussi mince qu'une feuille de papier à cigarette. Vic avait d'autres problèmes. Il sentait que depuis 8 mois environ, sa femme et lui s'éloignaient l'un de l'autre. Il l'aimait toujours et adorait Tad, mais leur rapport n'avait cessé d'empirer et il devinait que des événements pénibles et des périodes difficiles l'attendaient encore. Juste derrière la ligne d'horizon, peut-être. Ce voyage, ce grand tour qui les conduirait à Boston, à New York puis à Cleveland, au moment même où il aurait dû rester à la maison faire des choses en famille, n'était sans doute pas une très bonne idée. Ces derniers temps, quand il contemplait le visage de sa femme, Vic découvrait une étrangère qui lui mentait derrière les angles, les courbes et les méplats qu'il connaissait si bien. Et une question le tourmentait la nuit quand il ne parvenait pas à trouver le sommeil, ce qui devenait de plus en plus fréquent. Avait-elle un amant? Ils ne couchaient plus très souvent ensemble ces dernières semaines. En avait-elle pris un? Il espérait que non, mais que croyait-il, sincèrement? Dites toute la vérité, monsieur Trenton, ou vous paierez cher les conséquences. Vic n'en était pas sûr. Il ne voulait pas en être sûr. Il craignait qu'une certitude puisse entraîner la rupture de son mariage.
Il était vraiment amoureux d'elle, n'avait jamais même envisagé une aventure extra-conjugale et se savait prêt à lui pardonner beaucoup. Mais pas à être cocufié sous son propre toit, tout sauf porter les cornes. Elles vous sortent des oreilles et vous devenez le drôle de monsieur dont les gamins se moquent dans la rue. Il... Pardon dit Vic, s'arrachant à sa rêverie. Je n'ai pas entendu, Roger. J'ai dit, ces saloperies de céréales rouges. Fermez les guillemets, mot pour mot. D'accord, fit Vic. Je bois à leur santé. Roger leva son boc. Je t'en prie, l'encouragea-t-il. Et Vic s'exécuta. Une semaine environ après le déjeuner peu réjouissant de Vic et de Roger au sous-marin jaune, Gary Pervier s'installa sur la pelouse envahie par les mauvaises herbes qui s'étendaient devant sa maison, au pied de la colline des Sept Chênes, sur la route municipale numéro 3, pour siroter un cocktail composé d'un quart de jus d'orange surgelé et de 3/4 de vodka Popov. Il resta assis à l'ombre d'un orme que la végétation menaçait d'étouffer, sur les lanières effilochées d'une chaise longue achetée par correspondance et qui offrait maintenant ses derniers moments de bons et loyaux services. Il buvait de la Popov parce qu'elle était bon marché. Il en avait rapporté une grosse provision du New York Hampshire, où l'alcool coûtait moins cher lors de sa dernière randonnée là-bas. Dans le Maine, la Popov se trouvait à bas prix, mais elle était encore sacrément moins chère dans le New Hampshire, État qui se posait là dès qu'il s'agissait des plaisirs de la vie. Une loterie nationale florissante, de l'alcool et des cigarettes pour presque rien, des attractions touristiques. Ça, c'était un pays. La chaise longue s'était peu à peu enfoncée dans l'herbe luxuriante, soulevant deux belles mottes de terre. Derrière, la maison paraissait elle aussi laissée à l'abandon, une ruine grisâtre à la peinture écaillée et au toit affaissé. Les volets pendaient, la cheminée s'accrochait au ciel comme un ivrogne tente de se relever d'une chute. Des bardeaux, que la dernière tempête de l'hiver avait arrachés à la toiture, tenaient encore miraculeusement aux branches de l'orme mourant. « C'est pas le Taj Mahal, disait parfois Gary, mais qu'est-ce qu'on en a à faire ?» En cette étouffante journée de la fin du mois de juin, Gary était saoul comme un âne. Cet état n'avait, le concernant, rien d'exceptionnel. Il ne connaissait Roger Brexton, ni Dave, ni Dathan. Il en allait de même pour Vic et Donna Trenton, et d'ailleurs le vieil homme n'en avait rien à foutre. Gary Pervier connaissait les Camber et leur chien Cujo. La famille vivait tout en haut de la colline, au bout de la route. Joe Camber buvait pas mal en compagnie de Gary, et celui-ci songea, l'esprit un peu brumeux, que Camber s'était déjà bien engagé sur la pente de l'alcoolisme, pente que Gary avait depuis longtemps dévalée jusqu'en bas. « Rien qu'un soulard bon à rien, et j'en ai rien à foutre », lança le vieil homme à l'adresse des oiseaux et des bardeaux dans l'orme malade. Il avala quelques gorgées de son cocktail, fit un paix, écrasa un insecte. L'ombre traversée par les rayons du soleil mouchetait son visage. Derrière la maison, des carcasses de voitures disparaissaient presque entièrement sous les herbes folles. Le lierre, devenu gigantesque, recouvrait la quasi-totalité du mur ouest de la baraque. Une seule fenêtre émergeait à peine, et par beau temps, elle étincelait comme un diamant poussiéreux. 2 ans auparavant, pris d'une colère d'ivrogne, Gary avait balancé par la fenêtre un bureau qui se trouvait à l'étage. Il ne se souvenait plus pourquoi, maintenant. Il avait lui-même remplacé les carreaux, car les courants d'air glacé de l'hiver approchant s'engouffraient dans la maison. Mais le bureau, lui, gisait toujours là où il était tombé. L'un des tiroirs bâillait, semblant tirer la langue. En 1944, en France, Gary Pervier, alors âgé de 20 ans, avait pris tout seul un nid de mitrailleuses allemands. Pour couronner cet exploit, il avait entraîné le reste de son unité pendant 15 kilomètres avant de s'écrouler, vaincu par les 6 balles qu'il avait reçues lors de l'attaque de l'abri. Cet acte de bravoure lui valut l'une des plus hautes décorations de sa patrie reconnaissante. En 68, il demanda à Buddy Torgerson, à Custer Falls, de faire un cendrier avec la médaille. Buddy se montra choqué. Gary lui répliqua qu'il en aurait bien fait faire des chiottes pour pouvoir pisser dedans, mais qu'elle était trop petite. Buddy répandit l'histoire, suivant peut-être en cela le souhait de Gary, ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, cela suscita l'admiration de tous les hippies du coin. Cet été-là, ils passaient leurs vacances avec les parents fortunés dans la région des lacs, avant de retourner en septembre dans les facs, où ils étudiaient apparemment la contestation, la cam et le cul. Après que Buddy Torgerson, qui à ses heures perdues faisait de la soudure sur commande, mais travaillait en fait à la station-service Esso de Castle Falls, eut transformé la médaille de Gary en cendrier, on put lire une version de l'histoire dans l'Écho de Castle Rock. L'article était rédigé par un bouseux du journal qui voyait dans le geste de Gary une manifestation antimilitariste. Ce fut alors que les hippies commencèrent à débarquer chez Gary sur la route municipale numéro 3. La plupart venaient lui crier qu'il avait fait un truc génial, d'autres voulaient lui dire qu'il y allait un peu fort, d'autres encore, moins nombreux, protestèrent qu'il charriait vraiment. Gary leur montra à tous la même chose,
sa Winchester 30-06, il leur conseilla de débarrasser le plancher. Pour lui, ils n'étaient que des trous du cul cradingues et couverts de morpions, de sales petits rouges aux cheveux longs. Et ce n'était pas de leur faire péter la cervelle qui l'empêcherait de dormir. Au bout d'un moment, les hippies cessèrent de venir et ce fut la fin de l'affaire de la médaille. L'une des balles allemandes avait arraché le testicule droit de Gary Pervier. Un toubib en avait retrouvé les restes dans le caleçon de GI du blessé. Le gauche avait à peu près tenu le coup et il arrivait de temps en temps à Gary de s'en servir pas trop mal. Enfin, de toute façon, disait-il souvent à Joe Camber, il n'en avait pas grand-chose à foutre. Sa patrie reconnaissante l'avait décoré. En février 1945, la direction d'un hôpital parisien l'avait remercié en lui donnant droit à une pension d'invalidité à 80% et en faisant de lui un drogué à mort. Pour la fête du 4 juillet 1945, une petite ville américaine lui prouva sa gratitude en lui dédiant un défilé. Gary avait alors 21 ans, l'âge de voter, des tempes déjà grisonnantes et le sentiment d'être une vraie petite frappe. Le conseil municipal de la ville en question dispensa à vie le héros de l'impôt sur la propriété. Heureuse initiative, car sans cela, Gary aurait perdu son toit 20 ans auparavant. Il avait troqué la morphine, qu'on refusait désormais de lui fournir, contre du torboyau et s'était mis en devoir d'accomplir la tâche de sa vie, soit se tuer aussi lentement et aussi agréablement que possible. Aujourd'hui, en 1980, il avait 56 ans, des cheveux tout gris et était méchant comme une teigne. Les trois seules créatures qu'il pouvait encore supporter étaient Joe Camber, son fils Brett et le chien de Brett, Cujo. Il se renversa dans sa vieille chaise longue délabrée, faillit tomber en arrière, puis sirota quelques goulets d'alcool. Il avait obtenu gratuitement dans un McDonald's le verre dans lequel il buvait. Une sorte d'animal pourpre figurait sur le verre. On appelait ça une grimace. Gary prenait souvent ses repas au McDo de Castle Rock, où l'on trouvait encore des hamburgers pas chers. Les hamburgers y étaient bons, mais pour ce qui était des grimaces et des cheeseburgers, Gary Pervier s'en fichait éperdument. Sur sa gauche, une énorme masse fauve se frayait un chemin parmi les hautes herbes, et bientôt Cujo, que sa promenade avait conduit par ici, surgit dans la cour à l'abandon. Le chien aperçut Gary et aboya une fois poliment, puis il s'approcha en remuant la queue. « Cujo, te voilà, mon vieux cochon !» le salua Gary. Il posa son verre et fouilla dans ses poches en quête de biscuits pour chien. Il en gardait toujours quelques-uns à portée de main pour Cujo. Ça, c'était un chien, une brave bête, comme on n'en fait plus. Gary trouva 2 biscuits dans la poche de la chemise et les tendit à l'animal. « Assis, mon beau, assis !» Qu'il se sente cafardeux ou de mauvaise humeur, la vue de cette bête de 100 kilos faisant le beau comme un petit lapin l'amusait toujours. Cujo obéit, et Gary remarqua la blessure courte mais assez vilaine qui cicatrisait sur le museau du chien. Il lui lança les biscuits en forme d'os et Cujo les attrapa sans effort. Le Saint-Bernard en coinça une entre ses pattes de devant et entreprit de mordiller l'autre. « Bon chien, lui dit Gary en se penchant pour lui caresser la tête. « Bon !» Cujo se mit à gronder. Venant du fond de la gorge, c'était un son caverneux, presque un écho. Le chien leva la gueule vers Gary, et ses yeux exprimaient une telle froideur, un tel calcul, que le vieil homme sentit un frisson lui parcourir l'épine dorsale. Il ôta vivement sa main. Mieux valait ne pas jouer au plus fin avec un chien de la taille de Cujo, à moins d'avoir envie de se torcher les fesses avec un crochet pour le restant de sa vie. « Mais qu'est-ce qui se passe, mon vieux ?» s'étonna Gary. Il n'avait jamais entendu Cujo grogner, pas une seule fois depuis 5 ans que la bête appartenait au Camber. À vrai dire, il n'aurait jamais cru que ce bon vieux Cujo aurait pu lui gronder après. Cujo agita la queue puis s'approcha de Gary pour se faire caresser, comme s'il regrettait sa défaillance momentanée. « Ah, je te retrouve !» fit Gary en ébouriffant la fourrure du grand chien. La semaine avait été torride, et d'après George Mera, qui le tenait de tante Evie Chalmers, le pire restait à venir. C'était sans doute vrai, songea Gary. Les chiens souffraient de la chaleur plus encore que les hommes. Il était sûrement naturel qu'une bonne poire comme Cujo devienne irritable une fois de temps en temps. Mais cela lui avait vraiment fait drôle d'entendre Cujo grogner de la sorte. Si Joe Camber lui avait raconté une chose pareille, il ne l'aurait pas cru. « Va chercher l'autre biscuit !» commanda Gary en le lui désignant. Cujo fit demi-tour, se dirigea vers le gâteau, le prit dans sa gueule, faisant couler un long trait de salive, puis le recracha. Il jeta à Gary un regard d'excuse. « Eh bien, tu veux pas bouffer ?» s'exclama Gary, incrédule. « Toi ?» Cujo ramassa le biscuit et le mangea. « Ah, voilà qui est mieux !» l'encouragea Gary. « C'est pas un petit coup de chaleur qui va te tuer. Et moi non plus, sacré nom, mais j'ai les hémorroïdes qui dégustent. Oh, et puis j'en ai rien à foutre, si elles deviennent aussi grosses que des balles de ping-pong. T'as déjà vu ça ?» Il écrasa un moustique. «
Cujo se coucha près de la chaise longue de Gary et celui-ci reprit son verre. Il allait falloir rentrer pour se rafraîchir, comme on disait dans ces conneries de club sportif. « Rafraîchir mon cul !» lança Gary. Il fit un geste en direction du toit de la maison et un filet du mélange poisseux de jus d'orange et de vodka coula sur son bras tanné et décharné. « Vise un peu cette cheminée, mon vieux Cujo. Elle est en train de se casser la gueule. Et tu sais quoi? Je m'en fiche complètement. Toute la baraque pourrait bien s'écrouler que c'est sûrement pas moi que ça emmerderait. Tu piges ce que je te raconte ?» Cujo frappa le sol de sa queue. Il ne comprenait pas ce que l'homme lui disait, mais les rythmes étaient familiers et l'intonation apaisante. Il entendait ces diatribes une bonne dizaine de fois par semaine depuis, aussi loin que remontaient les souvenirs de Cujo, depuis toujours. Cujo aimait cet homme, qui gardait constamment de la nourriture pour lui. Quelques instants auparavant, le chien avait semblé rechigner devant le biscuit, mais si l'homme désirait qu'il mange, il s'exécutait. Alors il pouvait se coucher près de lui, comme maintenant, et écouter le discours rassurant. Dans l'ensemble, Cujo ne se sentait pas très bien. Il n'avait pas grogné après l'homme à cause de la chaleur, mais parce qu'il se sentait mal. Pendant une fraction de seconde, rien qu'un instant, il avait éprouvé l'envie de mordre l'homme. « Tu t'es pris le museau dans des ronces, on dirait, » remarqua Gary. « Qu'est-ce que tu chassais? Une marmotte? Un lapin ?» Cujo remua encore la queue. Les criquets chantaient dans les buissons luxuriants. Derrière la maison, le chèvrefeuille poussait dans toutes les directions, attirant les abeilles somnolentes de cet après-midi d'été. Tout semblait concourir au bien-être de Cujo, mais pourtant cela n'allait pas bien du tout. Et puis toutes les dents de ce marchand de cacahuètes minable pourraient bien tomber, avec celles de Ray Gang aussi, que j'en aurais vraiment rien à foutre, déclara Gary avant de se lever en chancelant. La chaise longue s'écroula. Si vous aviez deviné que Gary Pervier s'en fichait éperdument, vous auriez vu juste. Oh, excuse-moi, mon vieux. Il rentra pour se confectionner un nouveau cocktail. La cuisine envahie par les mouches était un véritable capharnaüm de sacs poubelles éventrés, de boîtes de conserve vides et de cadavres de bouteilles. Lorsque Gary ressortit, un verre plein à la main, Cujo avait disparu. En ce dernier jour du mois de juin, Donna Trenton rentrait du centre de Castle Rock, que les autochtones appelaient la Grand-Rue, mais elle avait réussi jusqu'à présent à éviter ce tic, où elle venait de déposer Tad au club de vacances et de faire quelques courses au supermarché. Elle avait chaud et se sentait fatiguée. La vue du vieux fourgon de Steve Kemp, un Ford orné de fresques criardes représentant un désert, la mit en rage. Sa colère couvait depuis le matin. Vic lui avait parlé de son voyage imminent au petit déjeuner, et comme elle s'indignait de devoir rester toute seule avec Tad pendant 10 jours au moins, peut-être 15 ou Dieu savait combien, son mari lui avait expliqué clairement leur situation. Il l'avait effrayée, et c'était une chose qu'elle ne supportait pas. Jusqu'à ce matin, Donna avait considéré l'histoire des Red Raspberry Zingers comme une plaisanterie, une bonne blague faite aux dépens de Vic et de Roger. Elle ne se serait jamais imaginé qu'une affaire aussi absurde pût avoir des conséquences aussi graves. Puis Tad avait rechigné pour aller au club, se plaignant que le vendredi précédent, un garçon plus grand l'avait fait tomber. Le gamin en question s'appelait Stanley Dobson, et Tad craignait que ce Stanley ne recommence aujourd'hui. Il avait pleuré et s'était accroché à elle lorsqu'il s'était arrêté devant le terrain de l'association des anciens combattants où se tenait le camp. Elle avait dû décrocher un à un les petits doigts de son chemisier, se donnant l'impression d'être une vraie nazie. « Tu vas aller à ton camp, ya meine mama !» Tad apparaissait parfois si jeune pour son âge, si fragile. Ne devait-on pas attendre justement des enfants qu'ils se montrent précoces et pleins de ressources? Les doigts maculés de chocolat de son fils avaient taché son chemisier. Les empreintes lui rappelèrent les marques sanglantes qui figuraient parfois sur les couvertures des romans policiers bon marché. Pour arranger les choses, en rentrant à la maison, sa petite Ford, une Pinto, s'était mise à tressauter et à avancer par à-coups comme si elle souffrait de hoquet. Cela avait fini par se calmer, mais il n'y avait aucune raison pour que cela ne recommence pas, et pour couronner le tout, Steve Kemp était là. « Bon, fini les conneries », grommela-t-elle, en saisissant son cabas plein, puis elle sortit de la voiture. 29 ans, grande, jolie, brune aux yeux gris, Donna réussissait à paraître relativement fraîche malgré la chaleur accablante. Sa blouse tachée et son short anthracite lui collaient aux hanches et aux fesses. Elle grimpa 4 à 4 les marches du perron et s'engouffra dans la maison. Steve s'était installé dans le fauteuil de Vic. Il sirotait l'une des bières de Vic et fumait une cigarette qui sans doute lui appartenait. La télévision marchait, et là, en couleur, se déroulaient les drames de l'hôpital. « Ah, voilà la princesse !» s'exclama Steve avec ce sourire de côté qu'elle trouvait au début si charmeur et redoutable à la fois. « J'ai cru que tu n'allais jamais. Fous le camp d'ici tout de suite !» fit-elle sans élever la voix.
Donna pénétra dans la cuisine, posa son sac sur la paillasse et entreprit de le vider. Elle ne parvenait pas à se rappeler la dernière fois qu'elle avait éprouvé une telle colère, une rage qui lui nouait l'estomac en une boule douloureuse. Peut-être lors d'une de ces interminables disputes avec sa mère, l'une de ces véritables scènes d'horreur qui se passaient avant qu'elle parte pour l'école. Quand Steve arriva par derrière et entoura de ses bras bronzés le ventre nu de la jeune femme, elle ne réfléchit pas, elle lui enfonça les coudes dans l'abdomen. Donna ne se calma pas lorsqu'elle comprit qu'il avait deviné son geste. Il jouait beaucoup au tennis et elle eut l'impression de frapper un mur de pierre recouvert d'une couche de caoutchouc rigide. Elle fit volte-face et leva les yeux vers le visage barbu et souriant. Elle mesurait 1,77 m et dépassait Vic de 2 bons centimètres lorsqu'elle portait des talons, mais Steve approchait les 1,96 m. « Tu n'as pas entendu? Je t'ai dit de sortir d'ici. »« Mais pourquoi donc ?» demanda-t-il. « Le chérubin est parti se fabriquer des pagnes en perles ou jouer à Guillaume Tell avec un arc et des flèches, ou à n'importe quoi d'autre, et le petit Marie est en train de s'éreinter au bureau. Alors il est l'heure pour la plus jolie Hausfrau de Castle Rock et pour le poète champion de tennis, lui aussi de Castle Rock, de faire sonner le début de la rencontre sexuelle. »« J'ai vu que tu t'étais garé juste dans l'allée, » fit remarquer Donna. « Pourquoi ne pas tout simplement afficher sur ton fourgon « Je baisse Donna Trenton » ou quelque chose d'aussi intelligent que ça ?»« J'avais de bonnes raisons de me garer là, » répondit Steve sans se départir de son sourire. « J'ai rapporté ta commode à l'arrière, débarrassé de tout ce qu'il y avait dessus, exactement comme je voudrais que tu sois, ma très chère. »« Oh, tu peux la laisser devant la porte, je m'en occuperai. Je te fais un chèque pendant que tu vas la chercher. » Le sourire de son amant s'altéra quelque peu. Pour la première fois depuis qu'elle était rentrée, le charme superficiel s'effaça légèrement, laissant entrevoir la véritable personnalité qu'il dissimulait. Et ce qu'elle découvrait ne lui plaisait pas du tout. L'idée qu'elle ait pu entretenir des rapports avec un tel personnage l'atterrait. Elle avait menti à Vic, était sortie en cachette pour coucher avec Steve Camp. Donna espérait que ce qu'elle éprouvait maintenant correspondait à un réveil, comme après un méchant accès de fièvre, à une prise de conscience. Elle était la compagne de Vic, mais si elle approfondissait un peu, elle était tout simplement en train de se rendre compte que Steve Camp, ce poète édité, réparateur de meubles, tapissier, bon joueur de tennis amateur, partenaire idéal pour les femmes seules l'après-midi, était une ordure. « Reprends-toi, lui conseilla-t-il. Bien sûr, personne ne peut plaquer Steve Camp, si séduisant, si sensible, répliqua-t-elle. Ce doit être une plaisanterie, mais cela n'en est pas une. Alors, mon cher et séduisant Steve Camp, il ne te reste plus qu'à déposer la commode devant la porte, prendre ton chèque et disparaître. Oh, ne me parle pas comme ça, Donna. Il posa la main sur le sein de la jeune femme et serra. Cela fit mal. À sa colère se mêla une sensation de frayeur. Mais n'avait-elle pas peur depuis le début? La rage était-elle seule responsable des frissons qui la parcouraient? Elle repoussa la main d'une claque. « T'avise pas de me casser les pieds, Donna. » Il ne souriait plus. « Il fait trop chaud. »« Moi, te casser les pieds? C'est toi qui étais là quand je suis rentré. » Avoir peur de lui achevait de la mettre hors d'elle. Il avait une barbe noire et fournie qui lui dissimulait tout le bas du visage jusqu'aux pommettes, et elle s'aperçut soudain que, même si elle avait vu son pénis de près, l'avait pris dans sa bouche, elle ne connaissait pas vraiment les traits de Steve. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» s'emporta-t-il. « Ça te chatouillait un peu, et maintenant que je t'ai gratté, je peux aller me faire voir, c'est ça? Ce que je ressens, moi, t'en as rien à foutre. »« De l'air, dit-elle. Puis elle l'écarta d'une bourrade pour pouvoir ranger le lait dans le réfrigérateur. Cette fois-ci, il ne s'y attendait pas. Le coup lui fit perdre l'équilibre et il dut reculer d'un pas. Brusquement, son front se plissa et ses joues s'enflammèrent. Donald l'avait parfois vu ainsi sur les cours de tennis qui se trouvaient derrière le lycée de Brighton, quand il ratait une balle facile. Elle l'avait regardé jouer à plusieurs reprises, y compris 2 sets où il avait écrasé avec une facilité déconcertante son mari soufflant et pantelant. Et les rares fois où elle l'avait vu perdre, songer aux relations qui les unissaient l'avait mise extrêmement mal à l'aise. Il avait publié des poèmes dans plus d'une vingtaine de petites revues et un livre, à la poursuite du couchant, dans une maison de bâtons rouges appelée Les Éditions d'au-dessus du garage. Il était diplômé de l'université de Drew, dans le New Jersey, avait des idées bien arrêtées sur l'art moderne, la question d'un éventuel référendum sur le nucléaire dans le Maine, la filmographie d'Andy Warhol, et prenait une double faute de la même façon que Tad accueillait l'heure du coucher. Il fondit sur Donna, la prit par l'épaule et la força à se retourner. Elle laissa échapper le carton de lait qui éclata en tombant sur le sol. « Voilà, regarde-moi ça, lança Donna. Belle façon de s'en aller pour un crack comme toi. Oh, écoute, tu ne crois pas que je vais me laisser virer comme ça? Tu... Fous le camp !» lui hurla-t-elle en pleine figure, lui couvrant les joues et le front de postillons. « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu comprennes?
On ne veut pas de toi ici. Faut te faire un dessin? Dégage et va combler une autre femme ailleurs. Espèce de petite salope, grinça-t-il. Sa voix résonnait lugubrement, son visage se tordait. Il ne voulait pas lui lâcher le bras. Tu n'as qu'à garder la commode. Fous-la à la décharge. Elle parvint à se dégager et saisit l'éponge rangée au-dessus de l'évier. Ses mains tremblaient, elle avait mal au ventre et sa tête commençait à la faire souffrir. Elle songea qu'elle allait bientôt vomir. Elle s'agenouilla et entreprit d'essuyer le lait répandu. « Eh bien, tu ne te prends pas pour rien, dit Steve. Depuis quand t'as le cul en or? Tu aimais ça pourtant, tu en redemandais. »« Tu as bien raison d'employer le passé, champion, répondit-elle sans lever les yeux. Ses cheveux dissimulaient son visage et elle préférait cela. La jeune femme ne voulait pas qu'il pût se rendre compte combien elle était pâle, à quel point elle se sentait malade. Elle avait l'impression d'avoir été plongée en plein cauchemar. Donna était certaine que si elle avait pu se contempler dans un miroir à cet instant précis, elle y aurait découvert une horrible sorcière grimaçante. « Va-t'en, Steve, je ne te le répéterai pas. »« Et si je refuse? Tu vas appeler le shérif Bannerman, c'est ça? Tu n'auras qu'à dire « Bonjour, George, je suis la femme de monsieur Businessman, et le type avec qui je baisais de temps en temps ne veut pas s'en aller. Voudriez-vous venir le faire déguerpir, s'il vous plaît? » Alors, c'est ça que tu vas lui dire? La peur la tenaillait vraiment maintenant. Avant d'épouser Vic, elle exerçait la profession de bibliothécaire scolaire, et sa terreur était toujours, lorsqu'elle intimait pour la 3e fois et de sa plus grosse voix aux enfants l'ordre de se taire, tout de suite, qu'ils ne lui obéissent pas. Ils l'avaient toujours écoutée, suffisamment du moins pour surmonter le moment critique, mais qu'aurait-elle fait s'il n'en avait rien été? Quelle solution lui serait-il resté? Cette question la terrorisait. Elle craignait qu'elle pût un jour se poser, et cela la tourmentait, même la nuit. Donna avait à chaque fois hésité à employer sa voix la plus terrible, et ne s'y était résolue qu'en cas de dernière extrémité. Car c'était là, dans un cri perçant, que s'arrêtait la civilisation, là que le bitume redevenait poussière. Si les enfants refusaient d'obéir à votre plus grosse voix, il ne vous restait plus qu'un seul recours, le hurlement. Elle éprouvait à cet instant une peur analogue. La seule réponse qu'elle put fournir à cet homme qui la narguait était de hurler s'il s'approchait trop près. Mais le fallait-il? « Va-t'en, répéta-t-elle d'un ton plus sourd. Je t'en prie, c'est fini. Si moi je décide que non, si j'ai envie de te violer là, par terre, dans cette flaque de lait. » Elle l'observa à travers sa frange de cheveux. Dans un visage encore livide, ses yeux agrandis s'auréolaient d'un cercle de chair blanche. « Alors tu devras te battre, et si j'ai la possibilité de t'arracher les couilles ou de te crever un œil, dis-toi bien que je n'hésiterai pas. » Une fraction de seconde, juste avant que les traits de l'homme ne se durcissent, Donna crut y déceler de l'incertitude. Il la savait rapide et d'une assez bonne trempe. Au tennis, il la battait, mais elle lui donnait du fil à retordre. Ses yeux et ses testicules n'avaient sans doute rien à craindre, mais il ne s'en tirerait pas sans éraflure sur la figure. Le tout était de savoir jusqu'où il désirait aller. Elle perçut dans l'atmosphère de la cuisine une odeur lourde et âcre, une bouffée sauvage, puis prit conscience avec effroi qu'il s'agissait de sa terreur et de sa rage qui jaillissaient de ses pores. « Je vais ramener la commode à l'atelier, décida-t-il. Pourquoi n'enverrais-tu pas ton beau petit mari la chercher, Donna? On pourrait avoir une petite conversation, lui et moi. On parlerait de châssis. » Il quitta la pièce et claqua si violemment la porte d'entrée donnant sur la salle de séjour qu'il faillit briser la vitre. Le moteur du fourgon rugit bientôt, tournant d'abord au ralenti, puis accélérant enfin, tandis que Steve enclenchait la première. Il fit hurler les pneus en démarrant. Donna finit de nettoyer le sol, lentement, se levant parfois pour essorer l'éponge imbibée de lait dans l'évier d'inox. Elle regarda le liquide se précipiter vers l'orifice d'écoulement. Un tremblement inextinguible, dû tant au soulagement qu'à la réaction nerveuse, l'agitait tout entière. Elle avait à peine entendu la menace voilée de Steve Camp de tout raconter à Vic. Elle ne parvenait qu'à ressasser l'enchaînement d'événements qui avait abouti à une scène si pénible. La jeune femme croyait sincèrement qu'elle s'était laissée entraîner par hasard dans cette liaison avec Steve Camp. C'était comme une canalisation d'eau sale qui explose. Elle songea qu'un égout analogue passait sans aucun doute sous le parterre de gazon bien tenu de chaque ménage américain. Elle ne voulait pas venir s'installer dans le Maine, et avait été affolée quand Vic lui en avait parlé, malgré plusieurs séjours là-bas. Peut-être étaient-ce justement ses vacances qui l'en avaient persuadée. Donna s'était imaginé une région boisée et désolée où la neige, l'hiver, pouvait atteindre 6 mètres de profondeur et où les gens restaient virtuellement coupés du monde. L'idée de conduire son bébé dans un milieu si inhospitalier la glaçait. Elle avait envisagé, elle en avait même fait part à Vic, de soudaines et violentes tempêtes de neige la contraignant à rester à Portland pendant qu'elle serait immobilisée avec Tad à Castle Rock. Et si Tad avalait des comprimés lors d'une telle tempête,
S'il se brûlait à la cuisinière ou Dieu sait quoi encore. Ces réticences correspondaient peut-être aussi à un refus catégorique de quitter la vie trépidante et excitante de New York. Mais à bien réfléchir, elle n'avait pas prévu le plus difficile. Le pire avait été la conviction exaspérante qu'Edworks échouerait et qu'il devrait rentrer la queue entre les jambes. Ils avaient évité cela car Vic et Roger s'étaient tués à la tâche, mais cela signifiait aussi qu'on la laissait à la maison, avec un enfant déjà grand et trop de temps libre. Elle pouvait compter les vrais amis qu'elle avait eus depuis l'enfance sur les doigts d'une seule main. Elle savait que cela le resterait toujours, quoi qu'il arrive, mais elle n'avait jamais pu se lier rapidement ou facilement. Elle avait songé à demander des équivalences de ses diplômes. Cela ne posait pas de problème entre New York et le Maine. Il suffisait de remplir quelques papiers. Elle aurait pu alors s'adresser au recteur de l'Académie du Maine et proposer sa candidature à un poste d'auxiliaire au lycée de Castle Rock. Mais l'idée était ridicule et les quelques chiffres que lui indiqua sa calculatrice de poche contraignirent Donna à abandonner son projet. L'essence et la nourriture engloutiraient les 28 $ qu'une journée de cours pourrait lui rapporter. Me voilà devenue la légendaire ménagère américaine type, avait-elle songé lugubrement un après-midi de l'hiver dernier en regardant la neige fondue s'écraser contre les doubles fenêtres de la véranda. Rester à la maison, faire déjeuner tade de saucisses de Francfort haricots ou de soupe Campbell tartine de fromage, apprendre un peu de vécu en retrouvant Lisa dans Le Monde d'aujourd'hui et Mike dans Les Jeunes et la délinquance, trépigner devant les jeux télévisés. Elle aurait pu aller voir Joanie Welch qui avait une petite fille du même âge que Tad, mais elle ne se sentait jamais très à l'aise avec Joanie. Plus âgée que Donna de 3 ans, elle pesait 5 kilos de plus. Cet excès de poids ne semblait pas la gêner. Elle affirmait que son mari la préférait ainsi. Joanie paraissait satisfaite de sa vie à Castle Rock. Petit à petit, la saleté avait commencé à s'accumuler dans le conduit. Donna s'en prit à Vic pour des broutilles, escamotant les vrais problèmes, car ils étaient trop difficiles à définir et plus difficiles encore à avouer tout haut. Des problèmes comme la sensation d'être désorientée, la peur, le vieillissement, comme la solitude et la terreur qu'elle inspire. Comme fondre en larmes sans raison en entendant à la radio un ancien tube datant du lycée. Se sentir jalouse de Vic, car lui au moins se battait tous les jours pour construire quelque chose, jouant les chevaliers errants, porteurs d'un bouclier aux armes de la famille, tandis qu'elle restait coincée ici, à tenir compagnie à Tad, l'égayer lorsqu'il était de mauvaise humeur, prêter une oreille attentive à ses babillages, préparer ses repas. Cela évoquait la vie des tranchées, attendre et écouter en constituait l'essentiel. Tout le temps, elle s'était dit que la situation s'améliorerait quand Tad serait plus vieux. Le fait de découvrir qu'il n'en était rien la plongea dans l'effroi. L'année précédente, l'enfant passait 3 matinées par semaine à la maternelle Jack et Jill. Cet été, il restait 5 après-midi par semaine au club de vacances. Dès qu'il était parti, la maison semblait atrocement vide. L'embrasure des portes ouvertes bâillait sans Tad pour la remplir. La cage d'escalier béait quand Tad ne se trouvait pas assis sur une marche, sa culotte de pyjama à demi descendue, en train de dévorer intensément un livre d'images. Les portes étaient des gueules, l'escalier une gorge, les chambres vides devinrent des pièges. Alors Donna se mit à laver des planchers qui n'avaient pas besoin d'être lavés, les produits de nettoyage l'obsédèrent. Elle pensa à Steve Kemp, avec qui elle avait eu un flirt sans conséquence quand il était arrivé en automne dernier, dans un fourgon immatriculé en Virginie, et avait monté une petite affaire de réparation de meubles. Elle s'était surprise à regarder la télé sans la voir, l'esprit trop occupé à songer au contraste que formaient la peau bronzée de Steve et le blanc de ses tennis, ou la façon dont ses fesses se soulevaient quand il courait. Elle avait fini par se décider, et maintenant... La jeune femme sentit le cœur lui monter aux lèvres et elle se précipita vers la salle de bain, la main plaquée contre sa bouche, les yeux fixes, écarquillés. Elle vomit un peu, salissant tout ce qui se trouvait à portée. Elle fixa les souillures du regard et rendit encore dans un grognement. Son estomac une fois calmé, ses jambes furent prises alors de tremblements, un mal chassant l'autre, Donna se regarda dans le miroir de la salle de bain. Le néon jetait sur son visage une lumière crue et peu flatteuse, un teint cadavérique, des yeux cerclés de rouge, ses cheveux collés au crâne formaient un casque disgracieux. Elle sut à quoi elle ressemblerait quand elle serait vieille, et le plus terrifiant fut qu'à cet instant précis, si Steve Kemp avait été là, elle se serait donnée à lui, simplement pour qu'il la serre dans ses bras, l'embrasse et lui assure qu'elle n'avait aucune raison d'avoir peur, que le temps n'était qu'un mythe et la mort un rêve, que tout allait bien. Un son jaillit du fond de sa gorge, un sanglot si aigu qu'il n'avait pu naître dans sa poitrine, un hurlement de folle. Elle baissa la tête et pleura.